real privilege to be here. And what's interesting is that both these amazing people. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir deux personnes, que j'hésite d'ailleurs à qualifier de personnes, tellement leur prestige est grand. But both of them have come to this whole topic Deux personnes qui ont exploré toutes les deux les nombreuses questions qui tournent autour de la sagesse, mais chacune à partir d'un angle complètement différent. L'approche du docteur Chopra fut celle d'un médecin, d'un scientifique et d'un chercheur très éloquent. Il nous a fourni l'occasion de nous questionner sur tellement de choses en abordant le sujet de manière scientifique et en mettant à notre disposition de nombreuses théories et pensées. Sadhguru comes at it as a mystic. Sadhguru, lui, a exploré le sujet en tant que mystique, en tant que quelqu'un qui a vu l'inconnaissable et qui a mis à notre disposition tout un tas de connaissances à partir de cet angle-là. Mais essentiellement, les trois grandes lignes, histoire de mettre les choses dans leur contexte et nous passerons ensuite aux questions, peuvent se résumer ainsi. Les deux hommes nous disent tout d'abord, voilà, vous devez voir le monde à travers un prisme différent. Vous devez changer le prisme à travers lequel vous voyez votre propre vie. Ça, c'est le premier grand thème. Le deuxième grand thème, si vous voulez, ce qui nous ramène au sujet de la sagesse moderne, le second grand thème est que si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes capable de voir la vie à travers un prisme différent, vous en tirerez d'innombrables bénéfices pour votre corps. Et le docteur Chopra est expert pour tout ce qui relève du corps, comme Sadhguru est expert pour tout ce qui relève de l'esprit. Car, effectivement, votre vie est le reflet de ce que vous êtes. Et tout cela crée un effet de boule de neige, parce qu'en devenant quelqu'un de meilleur, vous contribuez à créer une meilleure planète. C'est donc ça le thème numéro 2. Et puis, le thème numéro 3 est que, pour y arriver, il vous faut beaucoup d'entraînement, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient aisément. Vous devez acquérir beaucoup de discipline et de rigueur. Vous avez besoin essentiellement de science et de technologie pour y arriver. Une science et une technologie sous forme de yoga, sous forme d'ingénierie intérieure, sous forme d'exploration de soi, de discipline et ainsi de suite. Et c'est de cela que parle le docteur Chopra. Ce sont donc là les trois grands thèmes. Est-ce que votre propre façon de penser, à vous, tous les deux, a changé depuis que vous avez commencé à parler de ce sujet et toutes ses variations? Est-ce que votre façon de penser a beaucoup changé? Je pose la question à tous les deux. D'abord, merci pour cette superbe présentation. Vous avez réussi à créer une belle ambiance ici. Et puis, c'est un honneur de vous rencontrer de nouveau, Sadhguru, après toutes ces années. Je me souviens avoir joué au frisbee avec vous. Et bien sûr, mesdames et messieurs, un jour je serai comme vous. Donc, oui, ma pensée a changé dès l'instant où je me suis mis à prendre mes distances par rapport à la pensée scientifique officielle, ou la soi-disant pensée scientifique. J'ai essayé, dans mon esprit, d'établir le lien entre l'esprit et le corps. Et j'ai fini par comprendre, durant les 4 dernières décennies, ce qui a été évident pour tous les grands sages à travers les siècles, à savoir qu'il n'existe pas un système de pensée capable d'accéder à la réalité dans sa totalité. Que le système soit scientifique ou mathématique, ou qu'il soit, comme à notre époque, un système relevant de la physique quantique, aucun de ces systèmes de pensée ne peut nous fournir l'expérience de la réalité. Parce que la réalité est au-delà de la pensée. Elle est inconcevable pour l'esprit. Ces systèmes de pensée, y compris les systèmes de pensée scientifiques, créent des modèles de la réalité. Non pas la réalité, mais des modèles de la réalité. Et nous leur faisons confiance, parce qu'une fois qu'on a compris comment un modèle marche, nous pouvons créer la technologie, et donc des jets, des bombes, la mort mécanisée, Internet et toutes les merveilleuses choses que nous connaissons. Nous pensons que la science nous donnera accès à la réalité. Mais la science elle-même est une activité qui se produit dans quelque chose qui ne relève pas de l'esprit, ni de la matière. C'est un champ de conscience, à défaut d'un terme meilleur, ou ce que les grands sages appellent Brahman. And the universe is a modified form of that. Your mind, your body, and the universe out there
Et l'univers lui-même est une forme modifiée de cette conscience. Votre esprit, votre corps et l'univers sont tous conçus et gouvernés à partir d'une réalité non locale, inconcevable, sans dimension, qui ne se trouve pas dans l'espace-temps. Now, this is very difficult for the modern person to grasp. C'est quelque chose de difficile pour une personne moderne à comprendre, mais ça fait partie en réalité des anciennes traditions de la sagesse. Vous pouvez par exemple lire dans le Yoga Vasista le cela que nous ne pouvons pas voir, mais sans lequel nous ne pouvons pas voir. Le cela qui ne peut pas être perçu, mais sans lequel il n'y a pas de perception. Le cela qui ne peut pas être imaginé, mais sans lequel l'imagination n'est pas possible. La créativité, le discernement, l'intuition, le choix, tout ce que nous appelons la réalité vient d'un domaine sans dimension, un domaine inconcevable, non local, qui n'est pas dans l'espace-temps. Lorsque le Seigneur Krishna en parle, il dit « L'eau ne peut pas le mouiller, le vent ne peut pas le sécher, les arbres ne peuvent pas le briser, le feu ne peut pas le brûler, il a toujours été, il n'est pas né et n'est pas sujet à la mort. » Or, ça, c'est quelque chose d'inconcevable pour l'esprit, mais c'est quelque chose que vous pouvez néanmoins expérimenter lorsque vous vous établissez dans la conscience, lorsque vous vous établissez dans l'être, dans l'existence. C'est ce qu'on appelle Satyananda ou Tavtamasi. Et ça, ce n'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience transcendantale. Je m'arrêterai là. Sadhguru, vous avez exploré ce sujet à partir d'un angle différent, à partir d'un savoir direct. Dites-nous comment votre propre pensée, votre propre connaissance a changé. Je ne peux pas vous en dire beaucoup sur les pensées étant donné que je n'en ai pas beaucoup. Ça peut sembler à certains comme un oxymore. Mais le fait est que la plupart du temps, je n'ai aucune pensée qui me vient. Pour moi, la vie en tant que phénomène qui me parcourt submerge tout le reste. Les pensées me viennent seulement quand je veux faire physiquement quelque chose, comme arranger quelque chose. Autrement, je peux passer des jours et des jours d'affilée sans qu'aucune pensée ne me traverse l'esprit. Peut-être parce que je n'ai jamais grandi. D'une certaine manière, c'est vrai. Les gens me demandent c'était quoi votre sadhana ou votre chemin spirituel. Et je leur dis que le seul sadhana que j'ai connu, c'était ma vie quand j'étais enfant. Je ne me suis jamais identifié à quoi que ce soit. Ni à la famille, ni à la culture, ni à la religion, ni à la société, ni à quoi que ce soit d'autre, y compris les parents, les frères, les sœurs. Je les aimais beaucoup, mais je ne me suis jamais identifié à quoi que ce soit. L'intelligence humaine, quand elle n'est pas limitée par des contraintes comme l'attachement à une identité, peut comprendre la nature de la vie. La nature humaine est capable de comprendre ça. Quand je parle d'intelligence humaine, je parle, comme Deepak l'a dit, de quelque chose qui se trouve au-delà de la pensée. Malheureusement, à cause des systèmes éducatifs prédominants aujourd'hui, nous nous limitons à une seule dimension de notre intelligence, que nous appelons intellect, et qui se limite à la pensée. Or, les pensées sont le produit des données que vous avez rassemblées par le biais de vos 5 sens, ce qui est très limité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que la nature des données obtenues par nos sens ne sont utiles que pour notre survie. La vraie nature de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, c'est de permettre notre survie. Si vous voulez connaître la vie pour ce qu'elle est vraiment, ces moyens de perception sont inadéquats. Même la lumière et l'obscurité peuvent être un sujet de débat entre vous et une autre créature pour qui l'obscurité est une lumière. Si vous vous asseyez face à un hibou et que vous engagiez une discussion pour savoir ce qu'est la lumière et ce qu'est l'obscurité, ça sera une discussion interminable. Mais qui, à votre avis, aura raison? Si vous dites les deux, c'est que soit vous êtes un diplomate de métier, ou alors vous avez réussi votre mariage. You have learned to say both, but
Vous dites les deux, mais lequel des deux a raison? Moi ou le hibou? En tout cas, ce n'est pas là la question. C'est juste que la nature a ouvert nos perceptions sensorielles suffisamment pour que nous puissions survivre. De la même manière, elle a ouvert les perceptions sensorielles des autres créatures suffisamment pour qu'elles puissent survivre. Si tout ce que vous recherchez, c'est de survivre, les 5 sens sont suffisants. Mais en tant qu'être humain, survivre juste, ce n'est pas assez. Lorsque votre estomac est vide, votre seul souci, c'est de vous nourrir. Mais dès qu'il est plein, vous trouvez tout de suite une centaine de problèmes qui demandent à être résolus. Donc, la nature d'un être humain est telle que, quoi que vous fassiez, vous voudriez toujours être quelque chose de plus que ce que vous êtes maintenant. Et lorsque vous obtenez ce quelque chose de plus, vous voulez encore plus. Donc, quelque part, l'être humain est toujours à la recherche d'une expansion sans fin. Le problème est qu'il essaie de le faire par des moyens physiques. De par sa nature même, la physicalité est une frontière définie. Sans cette frontière définie, les phénomènes physiques ne peuvent pas avoir lieu dans l'univers. Or, l'être humain aspire à l'infini, y compris pour les traites échelonnées. Mais en ayant recours à des moyens physiques. À travers le fini, il essaie de devenir infini. Le désir est fantastique, mais la méthode est désespérante. Parce qu'au moment où vous vous identifiez à quelque chose, le travail de votre intellect consistera à protéger cette identité. Si votre identité, c'est votre pays ou votre famille, ou votre genre masculin ou féminin, ou votre race ou votre religion, ou peu importe, du moment que vous vous identifiez à quelque chose, votre intellect fonctionnera autour de cette chose seulement, pour la protéger. La seule chose que j'ai fait de ma vie est que je ne me suis jamais identifié à quoi que ce soit. Ce qui fait que la vie a explosé en moi, tout simplement. Tant et si bien que les pensées semblent si piteuses en comparaison. Ce qui fait que je ne me permets pas de penser la plupart du temps.